Bienvenue dans La Gestion c'est canon, le podcast de Gestine qui vous plonge au cœur de l'univers de la gestion locative. Je me présente, je suis Aglaé, assistante en gestion locative, mais aussi la fidèle mascotte de Gestine. Dans cette saison 2, préparez-vous à entendre des discours enrichissants et à recevoir des conseils pratiques. Nous allons vous partager des moments où la gestion devient tout simplement canon. Que vous soyez des professionnels, débutants ou aguerris, ou simplement désintéressés par le métier. Rejoignez-moi pour découvrir des aspects essentiels de la gestion locative. Alors sans plus attendre, commençons. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la deuxième saison, La gestion c'est canon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Samy Félix Picard. Salut Samy Félix. Bonjour Aglaé. Alors, je te présente pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es le fondateur de l'agence Brousse Immobilier à Paris, dans le 20e. Tu accompagnes tes clients dans la vente, l'achat, la location et la gestion locative de leurs biens. L'équipe Gestine a d'ailleurs le plaisir de te compter parmi ses partenaires, et ce depuis janvier 2019. J'avais aussi déjà eu l'occasion de t'accueillir dans la première saison. Tu nous avais à cette occasion offert ta vision et parlé de ta passion pour ton métier d'agent immobilier, mais également pour la technologie. En effet, tu es un féru de technologie. Si, cher auditeur, vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite fortement à le faire. C'est l'épisode 3 de la saison 1. Samy Félix Picard vous racontera la belle histoire de sa cliente fidèle pour qui il s'est lancé en gestion locative. Tu l'as très bien résumé. Tu fais de la satisfaction client ta priorité numéro 1 et ce depuis toujours. Fondée à la fois sur une approche humaine, mais aussi, bien entendu, innovante. Un accompagnement client dont tu es venu nous parler aujourd'hui. Je te propose pour commencer de nous présenter les situations du marché locatif parisien afin qu'on comprenne tes enjeux. Alors, le marché locatif parisien, il est plus que tendu, hein. C'est quelque chose qui est, les gens s'en rendent pas compte. Les locataires s'en rendent pas compte. Et d'ailleurs, depuis ce matin, là, j'ai mis en location un petit studio, tout petit studio qui était refait à neuf. J'ai enlevé l'annonce ce matin. J'ai eu entre hier et aujourd'hui, je sais pas, 500-600 demandes. L'accès au logement locatif sur Paris est extrêmement compliqué. La pression, elle est extrêmement forte. Comme je l'ai dit, l'appartement que j'ai mis en fait en ligne là, 500 demandes en 24 heures pour un logement, il y aura qu'un seul locataire à l'intérieur. Les 489 autres, seront pas logés, hein. Donc la pression est extrêmement forte. Maintenant, moi, comme j'estime, on peut pas faire grand chose, hein, il y a un nombre de biens, sur le marché donné. Il y a un nombre de locataires, en tout cas de demandeurs extrêmement élevé. Après, évidemment, il y a beaucoup de propriétaires, il faut le savoir, en Île-de-France et sur Paris, où les logements sont vacants et restent vides, pour plusieurs raisons. Alors là, on peut y pallier. Je l'ai fait d'ailleurs dans le passé, hein. Je crois que je dois avoir 1 ou 2, alors en gestion, un sûr, peut-être 2. Par contre, en location traditionnelle, j'en ai aussi plusieurs autres, des propriétaires qui ne souhaitaient plus louer, qui ne souhaitaient pas louer, de peur d'avoir un squat, d'avoir des impayés, d'avoir des problèmes. Ils préféraient effectivement léger le logement vacant plutôt que de prendre le risque de. Ah oui, c'est incroyable en fait. Les propriétaires préfèrent laisser un logement vacant plutôt que de s'assurer des revenus locatifs. Comment est-ce que des acteurs de l'immobilier comme toi, ils peuvent intervenir pour faire changer un peu ça? Là, on a un rôle à jouer, à notre niveau en tout cas, parce que malheureusement, si ces gens ont peur, c'est à cause du législateur qui a effectivement, fait des lois qui sont extrêmement protectrices pour le locataire. C'est une bonne chose, hein, mais il faut qu'il y ait un équilibre, il faut qu'il y ait un juste milieu et il y a des lois qui, devraient être abrogées. Alors, on va pas commencer à parler de politique maintenant, c'est pas le lieu pour, mais il y a des lois, alors ça commence à bouger, hein, ne serait-ce que la loi anti-squat. En France, tu rentres chez toi, la personne va porter plainte contre toi et c'est toi qui iras en prison parce que tu auras fait une violation de domicile de ta propre maison. Je veux dire, c'est ubuesque.
Je ferme la parenthèse, c'était pas là, mais nous, à notre niveau, effectivement, on peut, aider, à baisser un peu la pression locative, justement en apportant nos solutions et en sécurisant et en réconfortant les propriétaires, C'est ça. voilà, en les réconciliant, je dirais, quelque part avec la location, en disant que voilà, le risque est quand même extrêmement limité. Moi, je tiens à souligner, avec ma toute petite expérience dans l'immobilier, il y a quand même quelques années, des impayés, j'en ai eu 3. Je les compte, hein. Je les connais et j'en souviens extrêmement bien. Et ces impayés ont tous été des impayés qui se sont réglés très facilement. Pour un d'entre eux, c'était simplement un oubli du locataire, un changement de banque. Donc je peux passer en fait un impayé. Un autre, il avait prévenu 6 mois à l'avance: «Je vais perdre mon boulot dans 6 mois». C'était un journaliste, super sympa d'ailleurs. «Je vais perdre mon boulot dans 6 mois, je vais être dans la merde, je pourrai pas payer mon loyer, mais vous inquiétez pas, dès que je pourrai, je vous le paierai, vous inquiétez pas». Et effectivement, il y a eu 6 mois d'impayés, mais tout a été, remboursé rubis sur l'ongle et ça s'est bien fini, hein, il avait prévenu 6 mois avant. Après, ça, c'est un vrai travail et là, c'est un travail de l'agence. Pourquoi je dis ça? Parce que alors ces statistiques, elles ont certainement été mises à jour depuis, mais j'ai pas les nouveaux chiffres. Il y a quelques années, il y avait quasiment en fait, 80 des impayés qui étaient en fait des impayés volontaires. 80 des impayés étaient faits par des personnes qui avaient les moyens de payer, mais qui décidaient volontairement de ne pas payer le loyer. Pour des raisons diverses et variées, la plupart du temps, parce que, ben, la loi les protège et du coup, ben, c'est mieux de partir en vacances, que de payer en fait un loyer. Et d'ailleurs dans les statistiques des assurances, les gros impayés étaient souvent des impayés par des personnes ayant des très forts revenus. Donc là, effectivement, moi, j'ai très peu d'impayés. Alors le dernier impayé que j'ai eu, c'est pour rigoler, hein, c'était pour emmerder son garant. Le locataire, c'était le salarié du garant. Il s'est fait virer par son patron et donc du coup, il a mis un impayé pour dire, «Tiens, je vais l'emmerder». Il a pas payé, mais ça a duré 2 mois après, ça va, ils se sont réconciliés et il a payé son loyer et puis bon, il a pas été repris, mais bon, ça s'est bien réglé. Oui, il est donc important d'être pédagogue, faire preuve, donc de pédagogie pour à la fois donc dédiaboliser l'image, du locataire, qui est en impayé et rassurer les propriétaires que ces impayés, en fait, sont rares, si les dossiers sont bien étudiés par un professionnel, en amont de l'entrée dans le logement. Que conseilles-tu à tes propriétaires? Est-ce que tu leur demandes plutôt, des garants ou privilégies-tu plutôt une VLI peut-être? J'insisterai jamais assez sur le fait de prendre en fait un garant, une GLI, ou un garant physique ou garant extérieur, type garantie ou autre. C'est primordial. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes, notamment les très gros salaires. Moi, j'ai quand même beaucoup de mes propriétaires sur Paris qui n'ont pas de GLI, hein. À peu près, je pense, 25 des propriétaires prennent la GLI, 75 la prennent pas. Bah, sur ces personnes-là, garant obligatoire et le nombre de fois où j'ai des gens qui me disent: «Bah, attendez, moi je gagne 5 fois, 6 fois, 10 fois le montant du loyer». J'ai aussi des gens qui refusent de prendre un garant et qui limite, deviennent presque insultants. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit: «Attendez, vous rendez pas compte, vous avez pas honte, vous avez dit combien je gagne?» Moi, un garant, mais vous me prenez pour qui? Je suis, monsieur, je suis madame de ci, de ça. Bah, non, bah, non. Et on a en face des gens qui ont les mêmes rémunérations, même des fois plus, qui me disent: «Ah, vous voulez un garant? Bah, écoutez, je comprends, pas de souci, j'ai un garant». C'est 2 comportements différents. On peut discriminer, en fonction du dossier, de manière factuelle. C'est pas interdit par la loi, pour ceux qui le penseraient. Non, non, j'ai le droit de refuser un dossier parce que la personne, en fait, a 15 000 € par mois pour un loyer de 1 000 €. Je peux la refuser si la personne n'apporte pas de garant. C'est mon droit. Là, à ce niveau, il y a pas de sujet. Et je vous conseille vraiment de toujours, toujours, toujours prendre, en fait, un garant physique ou en tout cas une garantie. C'est pas parce que, si vous voulez, le garant est un extincteur. Le but, c'est qu'il y ait pas le feu, mais s'il y a le feu, on peut l'éteindre et globalement, quand il y a un garant, même si la personne était, à la base, peut-être mal intentionnée, elle le sera plus pour ne pas, en fait, embêter son garant. Parce qu'encore une fois, hein, récupérer, des fonds sur un garant, c'est beaucoup plus simple que de récupérer des fonds sur un locataire. La loi est beaucoup plus permissive à ce niveau-là, hein. Agences sont payées, huissiers et autres et ça va très, très vite et du coup, les gens, en fait, deviennent plus sérieux et décident de ne pas mettre le feu. Alors la GLI, effectivement, je l'impose jamais. Je l'impose jamais, je suis très pédagogue à ce niveau-là. Alors c'est peut-être pas très commercial de ma part, mais encore une fois, pour moi, je suis plus un conseiller qu'un commercial. Moi, je conseille effectivement en fonction des besoins et des gens. Donc c'est vrai que la GLI, j'ai déjà même imposé la GLI, en fait, à des personnes qui la voulaient pas. Je leur ai imposé
parce que en discutant effectivement de leurs besoins, en discutant de leurs envies et de leurs nécessités, j'ai bien compris qu'il y avait un crédit important par exemple, que le loyer payait ce crédit-là et que si le loyer tombait pas, ils étaient en fait dans la merde. Donc là, j'ai imposé la GLI. Non, mais c'est bon. Je fais non, non, prends la GLI. On n'est pas à l'abri, même si la personne est très très bien, même si c'est un garant ou autre, on n'est pas à l'abri. Demain, il y a 2 mois, 3 mois d'impayés, tu es dans la merde, tu mangeras des pâtes avec les gamins. Limite, tu pourras plus habiter chez toi, il faudra que tu vendes ou autre. Hors de question que ça t'arrive. Du coup, on prend la GLI. Voilà. Donc là, je l'impose parce que c'est une nécessité. J'ai d'autres personnes qui ont 3, 4 appartements. La dame pour qui j'ai mis en place la gestion, cette dame-là, donc j'ai 3 appartements avec elle que je gère. Ces 3 appartements-là correspondent en fait à sa retraite, à ce qu'elle a besoin en fait pour vivre. La probabilité qu'il y ait 3 impayés en même temps des 3 locataires, c'est quand même plus qu'improbable. D'accord. S'il y en a un des 3 qui venait effectivement à être en impayé, elle serait embêtée, mais elle serait pas en fait dans la nuise. Du coup, je lui ai expliqué. Elle m'a dit, bah, je préfère effectivement privilégier le montant parce que la GLI, ça a quand même un coût. Arrondir 3%, plus ça sera plus simple. Ouais. D'accord. Donc, quand il y a 3 000 € de loyer mensuel, bah, 3%, ça commence à faire des sous. À la fin de l'année, ça fait des sous. Alors que des impayés, j'en ai extrêmement peu. Du coup, ben, dans ce cas-là, on a décidé de pas la mettre en place. Donc voilà. Par contre, il y a toujours en fait un garant. Après, ce qu'il y a, et ça, c'est vrai que je le privilégie parce que encore une fois, ça va dans le sens de mes clients. Mes clients sont les propriétaires, hein. Les locataires sont aussi mes clients, mais indirectement. Bah, je privilégie en fait très souvent une garantie externalisée. Je vais être très très synthétique, mais garantie en gros c'est une GLI inversée. Alors c'est pas ça sur le papier, enfin sur le papier c'est ça, mais en vrai c'est pas parce que c'est interdit. Mais globalement garantie est payée par le locataire et si le locataire venait en fait à ne pas payer son loyer, garantie paye le loyer au propriétaire directement, mais sans carence, sans rien, et s'arrange avec le locataire pour venir récupérer ses fonds et recouvrir en fait les dettes. Donc c'est une GLI en fait inversée. Mais du coup, elle coûte rien au propriétaire, là où la GLI, coûte 3%. 40 000, c'est donc en gros, je me mets dans la peau du locataire, j'ai pas, un proche, pas d'amis, qui, peuvent être, mes garants, donc je paye cette société pour être mon garant. Tu conseilles toi, GarantMe à tes candidats locataires en particulier? Alors oui, c'est ça. Alors de toute façon, garantie, effectivement, c'est quelqu'un qui alors très souvent, ce sont les personnes qui viennent de l'étranger. Parce qu'un garant solidaire qui serait à l'étranger, moi, à mon niveau, en tout cas, je le refuse parce que en cas d'impayé, pour recouvrir les fonds, j'ai juste compliqué, mais en fait, c'est impossible. Enfin, c'est plus que compliqué, quoi. Donc souvent, les étrangers, effectivement, les gens qui viennent de l'étranger prennent garantie. Il y a aussi des gens, en fait, dont les garants seraient en France mais qui ne veulent pas en fait les déranger parce qu'ils estiment effectivement être indépendants. Et après aussi une personne dont les garants en fait n'ont pas assez de ressources. Voilà, donc Garantie permet de pallier à tous ces dossiers-là et toutes ces situations. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que j'ai vraiment la GLI, mais mon propriétaire en fait ne paye rien. Donc si je comprends bien, GarantMe est pour toi, le moyen de sécuriser et de rassurer tes propriétaires, mais du coup sans leur faire, supporter le coût de l'assurance comme une GLI classique. Bah, en tout cas, c'est ma vision des choses. Je suis pas là en fait pour faire payer le maximum en fait à mes propriétaires. D'autant plus que, et je tiens à le souligner, c'est que j'ai pas non plus en fait un niveau d'honoraires de gestion qui est des plus bas, de loin Ouais. pas. Je suis aujourd'hui à 7 hors taxe, 8,4 TTC. Il est très, très, très courant que les propriétaires, me disent: «Écoutez, vous êtes très bien, mais monsieur Picard, j'ai notre agence là, elle fait de la gestion, elle me propose, 3 5 6 Et tu justifies ça, comment du coup que tes honoraires ne soient pas les plus bas à Paris? Bon là, j'explique, effectivement aux aux propriétaires pourquoi je suis à 7, les avantages, les raisons aussi pour lesquelles je suis à ce niveau-là de rémunération. Ça fonctionne pas et dans le passé, d'ailleurs, il y a plusieurs des clients qu'on a aujourd'hui, ensemble avec Aglaé, il faut le savoir, qui sont des gens qui sont allés ailleurs, qui ont pris ailleurs, parce que c'était moins cher ailleurs et qui sont revenus parce qu'ailleurs, ils se sont, fait, je peux pas dire escroquer ou arnaquer, mais pour moi, c'est un peu ça. Parce que la gestion la gestion, c'est du boulot. La gestion, ça a un coût.
un réel coût. Et si on prend pas en fait, des honoraires qui tiennent la route, bah, il y a forcément en fait un endroit où on va se rattraper ou se récupérer. Et c'est ce qui s'est passé avec ces propriétaires-là, qui avaient, une agence hyper low cost. Franchement, la gestion, je crois 3,5 ou 4. Bah, ouais, mais le locataire, il a cassé la chasse d'eau, elle a été remplacée par un plombier pour 450 € à la charge du propriétaire. J'imagine que l'agence en fait a récupéré un bon petit cashback parce que remplacer une chasse d'eau, c'est 150 balles. Donc, la différence, je pense que ça va dans la poche de l'agence et cetera et cetera. Il y a que ça à préciser que normalement, c'est le locataire qui paye, c'est pas le propriétaire. Mais bon, le locataire, 50 €, il aurait jamais voulu payer, il aurait emmerdé l'agence et du coup, ils ont dû passer du temps avec lui et le temps, c'est de l'argent et si on prend que 3,5 ou 4, on va pas s'amuser à passer une demi-heure au locataire pour lui expliquer, pour être pédagogue. Oui, tu as raison, la gestion locative demande d'avoir une certaine expertise, mais aussi d'avoir le temps, d'accompagner les propriétaires et aussi le temps d'accompagner, ben, les locataires qui sont pas en reste. En plus, bah, des différentes missions qu'il faut, réaliser dans le cadre de la gestion. Ah, c'est ça et c'est surtout, faites beaucoup de pédagogie et moi, alors ce que j'ai adoré d'ailleurs, alors on en parle chez Gestine, il y a une tonne de documents qui ont été mis à ma disposition, qui ont d'ailleurs été même mis à mes couleurs. Des documents qui m'aident, alors d'un partie commercial pour convaincre effectivement des propriétaires de travailler avec moi. Mais moi, ce que j'ai adoré, et c'est vraiment ça que j'ai aimé au tout démarrage, c'est la partie en fait communication à destination des locataires entrants, et puis d'ailleurs aussi la communication qu'il leur est donnée pour préparer la sortie, des petits guides hyper pédagogues, hyper bien faits, hyper visuels. Car là, les propriétaires, quand je leur montre ça, c'est souvent ça d'ailleurs qui convainc les propriétaires de travailler avec moi et qui justifie quelque part en fait cette différence de prix. Des documents qui permettent au locataire de comprendre ce qui lui incombe, ce qui incombe au propriétaire, ses droits, mais ses devoirs aussi, l'entretien, et cetera, et cetera. Quand on a de la pédagogie avec les locataires, derrière, ça se passe souvent extrêmement bien. Des petites astuces comme ça, hein, que je fais, qui permettent effectivement de justifier d'une part mes honoraires et de convaincre à nouveau les propriétaires de me confier leurs biens. Et il y a un truc, et là par contre je suis le seul à faire ça, en tout cas j'ai pour l'instant croisé personne, qui le fait également. Est-ce que je dis ou pas, Aglaé? Allez, vas-y, donne-nous ton secret, on veut l'entendre. Et le pré-état des lieux. Alors c'est pas un pré-état daté, messieurs, mesdames, qui faisaient de la transaction. Non, un pré-état des lieux. Ça, pour l'instant j'ai entendu personne d'autre qui le faisait. Ah oui, ça prend du temps. Ouais, c'est chiant. Mais encore une fois, si on veut faire les choses bien, bah, on le fait. Un prêt des lieux, bah, quand le locataire m'envoie son préavis de départ, je l'appelle et je prends rendez-vous avec lui, 15 jours, 3 semaines en fait avant son départ pour faire un tour de l'appartement. Franchement et ça va vite, hein, un petit quart d'heure, 20 minutes comme ça. Oui, ce n'est pas structuré comme le véritable état des lieux de sortie. En effet, c'est pas le but. Ah il y a aucun papier, il y a rien. On fait le Mmh. tour de l'appartement et je regarde, je dis: «Tiens, tu as vu, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, ça va, ça va pas, ça va, ça va pas». Un trou sur le canapé, une couette déchirée, les bouches d'aération des VMC qui sont sales, les joints qui sont un peu sales ou qui sont un petit peu noircis ou autres. Tous ces points qui, le jour d'état des lieux, seront en fait, relevés, seront, je dirais, il y aura des petites remontrances en fait au locataire et il aura derrière une retenue sur le dépôt de garantie puisque ça l'incombe. Oui, ce pré-état des lieux, il permet en effet au locataire d'anticiper, ce qui pourra lui être précisé lors de l'état des lieux de sortie et qui va causer, une éventuelle ou en tout cas ou peut-être une certaine, retenue sur son dépôt de garantie. Tu te permets à nouveau d'être, pédagogue avec tes locataires, en leur expliquant ce qui va, ce qui ne va pas et surtout faire cette étape du pré-état des lieux qui n'est pas du tout obligatoire, mais c'est vrai qu'elle est, fortement, recommandée. Elle laisse vraiment le temps, aux locataires de faire les nettoyages, autres réparations qui seraient, nécessaires pour éviter, toute retenue sur le dépôt de garantie. Bah, exactement. Déjà de un, ça lui permet effectivement de pouvoir régler des problèmes qu'il n'avait pas vus, dont il n'avait pas conscience, ou auxquels il n'avait pas pensé, ou auxquels en tout cas il essaie de pas prendre le temps, mais en tout cas d'être averti que si jamais le jour d'état des lieux, c'est encore là, il y aura une retenue.
Ce Ouais. qui fait que le jour d'état des lieux alors déjà, 1er point, c'est que parce que moi je m'arrange toujours pour qu'il y ait l'entrée-sortie le même jour, de manière concomitante. Pour éviter évidemment, d'avoir une quelconque, carence locative pour le propriétaire. Du coup, le nouveau locataire arrive quand le locataire est en train de partir. Ils se croisent, hein, je fais tout en même temps. Bah, déjà pour le nouveau locataire, c'est quand même cool qu'il ait un appartement qui tienne la route. Propre, et cetera, et cetera. OK. Ça c'est le 1er point, c'est pour moi hyper important. 2e point, ben, le locataire sortant, si jamais il y a des choses qu'il n'a pas pu faire, il n'a pas eu le temps de faire ou qu'il ne voulait pas faire, il me le dit et du coup, on règle ça avant sa sortie. Commander une nouvelle couette, un nouvel oreiller, changer le matelas, ce genre de choses-là, quand ça peut arriver. Ou préparer même le ménage, c'est-à-dire que le jour de la sortie, bah, il y a une dame de ménage qui est là, qui a fait le ménage ou qui est venue la veille, payée par le locataire, mais c'est moi qui la contractualise, mais c'est payé par le locataire et comme ça, il est tranquille. Ce qui fait que ça peut bien se passer et si jamais effectivement il y a des choses qui restent, bah, il y a une retenue en fait sur le dépôt de garantie qui est fait auprès du locataire sortant, mais il a été prévenu. Ce qui fait qu'il n'y a absolument aucun conflit. Il est dégoûté, il est énervé, mais bon, il y a aucun conflit. Il était prévenu. Je me permets de faire un aparté, e-réputation. Par rapport à ce que tu nous dis là, en tant que, en fait, pédagogue dans ton métier d'agent immobilier, tu évites, véritablement, les avis négatifs qui pourraient nuire à ta réputation, surtout, donc à ta e-réputation, donc ta réputation en ligne sur internet. Tu donnes en fait, toutes les clés à tes locataires pour qu'ils comprennent leur situation, de sortie du logement. On te souhaite donc, ben, d'avoir moins, voire du coup pas du tout, d'avis négatifs. En tout cas que ces locataires, ils aient plus ou pas ce réflexe de, te laisser une mauvaise appréciation, sur Google ou autre plateforme, d'avis clients. C'est de la pédagogie. Quand on arrive sur un état des lieux de sortie et qu'on relève plein de choses et qu'on relève et qu'on garde en fait 500 balles sur le dépôt de garantie, alors que le locataire, on l'a pas prévenu et qu'il a pas conscience ou il a pas pensé ou il a pas vu, ou il savait pas, enfin il dit qu'il savait pas, mais il a un bouquin, hein, mais bon après, il est censé savoir. Mais en tout cas, ça peut générer effectivement des conflits, ça peut générer des problèmes. Quand ça a été vu en amont, quand bien même, il est pas content, il était prévenu et là, du coup, c'est sa propre responsabilité. On en renvoie à sa responsabilité et encore une fois, ben, il peut rien dire. Oui, de manière globale, en fait, tu apportes un véritable accompagnement. Tu es le guide de tes locataires, autant à l'entrée qu'à la sortie. Cette bonne expérience que tu veilles, à leur apporter, ben, restera, j'en suis certaine, gravée, dans leur mémoire, dans la mémoire de tes locataires qui seront, j'en suis, certaine, tes clients acquéreurs, ben, de demain, à l'avenir. Tu vas ainsi, en fait, pouvoir, pleinement bénéficier de, ces synergies qui existent entre, la location, la gestion, mais aussi la transaction. Bah, exactement, alors tu le soulignes, mais j'ai déjà eu à plusieurs reprises des locataires qui m'ont acheté des biens derrière, qui sont revenus vers moi pour d'autres locations, qui m'ont envoyé en fait des amis à eux. Alors pour chercher un appartement, non, parce que ça sert à rien, j'explique, vu que la pression est tellement importante. Mais bon, ils me suivent sur les réseaux, du coup, ils ont aussi en fait l'info d'un nouvel appartement qui vient, être disponible et ils sont les premiers en fait à y répondre. Mais ils m'ont aussi envoyé des amis effectivement qui avaient des projets d'achat ou de vente. Donc oui, oui, complètement, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, mais instaurer en fait un climat de confiance, c'est primordial pour avoir une bonne relation commerciale. Et à mon niveau, c'est pas quelque chose qui est surfait. Pour moi, c'est juste naturel et ça me permet surtout, encore une fois, hein, c'est con ce que je suis en train de dire, mais pour moi, c'est la base. C'est que tout ça, ça m'aide en fait à pouvoir faire mon travail convenablement, facilement et éviter les conflits. Donc je suis le en fait à m'aider. En faisant ça, je suis le 1er effectivement, à être aidé et pour moi, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, je connais personne en fait à rien je suis certainement pas le seul à le faire, hein. J'espère pas en tout cas, mais j'ai encore croisé personne qui le faisait également. Tu sais te démarquer et tu es un agent immobilier très professionnel. Merci beaucoup, Samy Félix, pour cet échange et tes conseils. Super, merci. L'accompagnement client est, comme tu l'as dit, essentiel dans les métiers de l'immobilier et tu nous l'as clairement valorisé aujourd'hui au travers de ton discours. Alors merci encore une fois. Ne manquez pas le prochain épisode de la gestion C'est canon. Cette fois-ci, c'est moi, Aglaé, et moi seule qui vais vous donner mes infos, mes conseils et mes astuces pour développer votre marketing digital.
Les réseaux sociaux sont aujourd'hui incontournables. Mettez-les à profit de votre notoriété. On verra tout ça dans l'épisode 3 de la saison 2 de la gestion. C'est canon!